À un quart de siècle de distance, voient le jour sans doute les deux plus grandes œuvres, les plus révolutionnaires, du moins après la révolution cartésienne, de la philosophie moderne, la critique de la raison pure et la phénoménologie de l'esprit. Kant et Hegel les présentent respectivement comme des propédeutiques à la philosophie, comprises en tant que système scientifique de la raison immanente, responsable de soi, mais des propédeutiques dans lesquelles cette raison se critique ou s'éprouve elle-même en justifiant l'affirmation qu'elle peut se constituer comme science, c'est-à-dire en s'exerçant déjà de façon scientifique. C'est pourquoi Kant développe la critique de la métaphysique rationnelle comme une critique déjà métaphysique de la métaphysique, tandis que Hegel va semblablement déployer l'introduction phénoménologique à la science spéculative comme une introduction déjà scientifique à cette science. Ce statut des deux ouvrages est ainsi celui d'un discours rationnel, complexifié par la réflexion en soi de la raison, anticipation d'elle-même, telle qu'elle se systématise à son propre niveau, à travers son autre, la non-raison ou l'expérience qu'elle présuppose ou se présuppose. Une telle réflexivité de l'affirmation de soi de la raison accroît la difficulté d'une lecture maîtrisée de son discours. Et cette difficulté est à son comble dans le cas de la phénoménologie de l'esprit, qui fait se justifier l'opposition systématique de la raison à travers l'expérience d'elle-même, saisie non pas seulement, comme chez Kant, dans la vie spirituelle effective apparemment la plus élaborée rationnellement, celle de la raison théorique objective et de la raison pratique universelle, mais dans toute l'extension de cette vie, de ce qui semble infrarationnel à ce qui se donne comme supra-rationnel, de la certitude sensible au mystère religieux. L'immensité du champ exploré par la phénoménologie de l'esprit, qui va de l'identité de l'intuition la plus insignifiante, ponctuelle, à son identité la plus englobante, réconciliatrice, niant l'une et l'autre la discursivité ou différenciation de l'entendement, exige du lecteur l'assomption maximale de la réunion pensante de la différenciation et de l'identification du contenu rationalisé. Réunion qui, chez Hegel, constitue précisément la raison. À la densité ainsi totalisante de ce qui est lu, l'extrême richesse comprimée en quelques centaines de pages doit bien répondre à l'intégration constante de la lecture du texte hegelien, assurément l'un des plus difficiles qui soit, et peut-être par son caractère total, le plus difficile qui soit. La totalisation du sens, dans cette cime de la spéculation philosophique, qu'est la phénoménologie de l'esprit, est elle-même tellement totalisée, sa médiation avec soi tellement médiatisée avec elle-même, c'est-à-dire rendue quasi immédiate, que l'on a peine à restituer les intermédiaires manifestant l'identité des moments discursivement soulignés par Hegel et faisant comprendre le lien de ceux-ci. La fixation analytique des médiations opérantes est dès lors toujours plus ou moins risquée. Quel est bien à chaque fois dans la détermination d'un moment l'élément qui lui donne alors sens et le relie au moment prochain, et par quel élément de celui-ci? Cette fixation n'est jamais pleinement assurée. À la limite, et sans doute plus que dans toute autre lecture philosophique, il n'y a jamais rien d'absolument acquis dans la compréhension de la phénoménologie de l'esprit. Ce qui à la fois rend nécessaire et impossible, justifie et condamne tout commentaire, surtout aussi légèrement esquissé que celui de la présentation ici tentée et des notes ajoutées au texte traduit. Mais la densité spéculative de celui-ci est encore plus redoutable pour le traducteur que pour le commentateur. La différence des langues, c'est-à-dire des cultures, et d'abord des expériences du monde en sa vie, leur faisant en effet totaliser de manière différente en chacun de leurs signes originairement liés en leur différence même, l'appropriation discursive de ces expériences, l'accentuation interprétative diverse de telle ou telle nuance sémantique pourra faire choisir des traductions diverses, également permises grammaticalement. C'est pourquoi la traduction d'un texte comme la phénoménologie de l'esprit se sait vouée à une précarité intensifiée. Fort consciente d'un tel destin sont donc et la présentation et la traduction ici entreprises de l'œuvre phare de Hegel. Alors, vous parlez d'un événement, à savoir la nouvelle édition en collection de poche de la phénoménologie de l'esprit. C'est un événement si on considère que la phénoménologie de l'esprit est un ouvrage
qui doit être lu encore aujourd'hui. Hegel l'avait écrit parce qu'il considérait que l'actualité avait besoin d'un tel ouvrage, et dans la mesure d'ailleurs où, d'une manière générale, mais vous savez que c'est un aspect de mon conservatisme, je considère que le monde dont Hegel avait dit que, en son imminence, il était l'imminence de la situation la plus rationnelle de l'humanité, caractérisée politiquement par l'existence d'un État politiquement fort, mais socialement et culturellement libéral, sachant libérer de son autorité, tout en étant bien attentif à certaines limites, sachant libérer de lui une vie sociale marquée par un double mouvement qui est toujours le sien actuellement, même plus intensifié, double mouvement d'individualisme croissant et d'universalisme ou de mondialisme croissant, face à la réalité essentiellement nationale et définitivement nationale des communautés humaines véritablement instituées. Alors, revenons à Hegel. Je dis que, mais vous savez que vous m'avez déjà entendu tenir ces propos sclérosés, que le monde dans lequel nous vivons, en ses éléments les plus développés, et en ce qui concerne la réalité sociopolitique, le monde dans lequel nous vivons est encore le monde que Hegel avait considéré en son imminence de réalisation à son époque comme le monde vrai, définitif, que l'humanité ne devrait plus s'évertuer à réformer sans cesse, mais qu'elle devait utiliser comme un moyen efficace, puisque c'est par lui que tout peut se faire, même contre lui, par lesquelles donc les conditions fondamentales constitutives d'une existence libre étaient réunies. La liberté a des conditions de divers ordres. Elle n'est pas abstraite, elle consiste dans un certain nombre de libertés de différents ordres. Ces différents aspects sont liés rationnellement, et c'est ce monde que Hegel avait présenté comme le monde définitif, sur lequel l'attention des hommes ne devrait donc pas continuer de se porter, mais au contraire sur lequel elle aurait à s'appuyer pour résoudre les problèmes empiriques de la diffusion d'un tel modèle sociopolitique, les problèmes empiriques donc de la réalisation de cet idéal. Je pense que la critique que Marx a faite du monde moderne est toujours valable. La critique du capitalisme que Marx a faite comme compréhension critique du capitalisme reste absolument vraie. De ce point de vue-là, l'analyse de Marx n'a pas à être révisée ou à être transformée dans tout ce que Marx dit de négatif, sa critique, il reste vrai. Vous savez que ma réserve concerne l'aspect positif du message de Marx. Lorsqu'il est négatif, négateur, il est vrai, et le monde actuel confirme cette vérité. Mais l'histoire a montré que le langage ou les propositions positives de Marx n'ont pas été avérées et confirmées. C'est d'ailleurs, ça pose d'ailleurs un problème considérable qui met en question l'identité de la négation du négatif et du positif.
Hegel a écrit la phénoménologie contre des adversaires, des penseurs, dont les successeurs sont toujours là. Ceux contre qui il a écrit la phénoménologie sont toujours présents. Plus que jamais. Et même présents plus que jamais. C'est ce que nous nous rencontrons plus que jamais. Si vous voulez, Si vous pensez à Schelling. ce qui a succédé à divers endroits, au capitalisme, enfin, le socialisme, ne s'est pas avéré positif et il a été remplacé par ce qui, à mes yeux, est encore plus négatif, à savoir par ce qu'on appelle le sociétalisme, c'est-à-dire l'expressionnisme intersubjectif. Hegel a critiqué, et dans les derniers passages de l'encyclopédie, je présente ces leçons sur la philosophie de l'histoire, c'est aussi présent, il a critiqué l'expressionnisme intersubjectif qui voulait s'affirmer comme pensée dominante. L'expressionnisme intersubjectif, c'est ce dans quoi on vit actuellement. Les gens ne veulent pas tant exprimer les choses, c'est-à-dire les comprimer pour en faire sortir et jaillir le sens unificateur. Ils ne veulent pas tant exprimer les choses, c'est-à-dire dégager le concept des choses, que s'exprimer eux-mêmes, se donner en spectacle, se faire voir, mais non pas concevoir ce qu'ils voient. Et c'est une sorte de maladie de l'époque, c'est la maladie de ce subjectivisme multiplié, redoublé, renforcé, qu'est l'intersubjectivisme. La catégorie, je l'ai dit souvent, essentielle qui régit le présent, notre présent, c'est celle d'interaction ou d'action réciproque. Et la phénoménologie est la démonstration de la venue à l'existence d'une coexistence des hommes qui se réaliserait à l'intérieur des États nationaux. Renan, d'ailleurs Renan qui était un hegelien avec Taine, ils avaient envisagé d'élever à Paris, sur une des places les plus importantes de Paris, une statue à Hegel. Une souscription avait été lancée par l'intermédiaire du journal des débats au début de l'année 1870. Il n'y aurait pas eu de conflit avec l'Allemagne à l'époque, Hegel aurait une statue. Sur la base du corpus hegelien de l'époque, Oui. Qu'ils avaient donc compris, lu, qu'ils avaient été capables, eux, à cette époque, il semble-t-il, était devenu très difficile après, de s'approprier et d'en mesurer toute la portée positive. C'est ça. Et c'est ce que Jaurès va retrouver beaucoup plus tard en saisissant la globalité du message hegelien et en soulignant que l'éloge par Hegel de l'État-nation, il doit être indépendant, souverain, etc., que cet éloge ne signifiait aucunement de sa part une occultation du fait social, puisque c'est précisément le caractère libéral, socialement parlant, de la pensée de Hegel qui a été souligné par Jaurès lorsqu'il a entrepris quelques décennies après
le conflit de 1870, de restaurer l'image de l'hégélianisme en France. La philosophie sociopolitique de Hegel est ce qui avait semblé à Jaurès très positif dans le message hegelien. Donc, l'affirmation qu'il y a une réalité du tout et que l'interaction sociale, et a fortiori sociétale, présuppose l'existence des réalités nationales, une réalité nationale qui n'est pas celle que propose le nationalisme, puisque la nation à laquelle pensait Hegel est une nation, la grande nation, celle qu'on appelait la grande nation, c'est-à-dire celle qui avait fait la Révolution française. Die große Nation. Pardon? Die große Nation. Oui, la grande nation, c'est celle qui a fait sa révolution. Et sur ce point, Hegel n'a jamais varié, lors même qu'il a condamné les excès conventionnels. Mais ces excès n'ont pas du tout diminué en lui l'admiration qu'il a toujours eue pour l'événement de 1789. C'était une magnifique aurore. C'était une magnifique levée de soleil, etc. Kant avait déjà souligné la chose, que tous les spectateurs de l'événement, où qu'ils soient, quels que soient les régimes sous lesquels ils vivaient, avaient ressenti un sentiment d'enthousiasme et d'exaltation pour l'événement de 1789. Alors, la phénoménologie justifie, en soulignant non seulement ses aspects objectifs, mais également la prise de conscience subjective du processus historique, la phénoménologie justifie ainsi le point d'arrivée de l'histoire, à savoir la venue à l'être d'un État national indépassable comme tel, en dépit de toute la collaboration, la coopération nécessaire des États, un État national particulier comme tel indépassable, ayant autorité, mais sachant libérer de lui une existence sociale permettant aux citoyens d'être d'abord un homme, en affirmant en lui, d'une part, la singularité et, d'autre part, l'essence, comme le dira Marx, générique, c'est-à-dire universelle. L'homme, singulier et universel, comme support nourricier du citoyen qui, lui, est attaché à la particularité de l'État national. Donc, la phénoménologie opère cette justification, elle justifie, au processus historique, la réalité de l'institution, enfin, de l'État rationnel, qui est, pour Hegel, l'ensemble, enfin la structure objective conditionnant une existence libre. Car si l'histoire s'est développée comme elle s'est développée, non pas de façon chaotique, mais en dépit des pauses, des régressions, des allers-retours, parce que l'élément ou le milieu dans lequel elle se déroule, c'est le milieu naturel qui favorise toutes ces irrégularités, ou ce qui apparaît comme une irrégularité au regard de la signification du mouvement historique. Alors, il justifie donc ce processus historique qui est essentiellement animé par la recherche par l'homme de la réalisation de sa liberté.
l'homme c'est essentiellement un être libre. Ça s'exprime d'abord subjectivement par les caprices, etc. Mais il y a des conditions objectives qui permettent le plein usage de la liberté abstraite, c'est-à-dire du libre arbitre. Le libre arbitre n'est pas sans conditions objectives. Il se fait illusion à lui-même, on croit être libre alors qu'on ne l'est pas. Il y a des conditions objectives qui avèrent le sentiment du libre arbitre. Et ces conditions objectives qui font système, l'histoire les réalise progressivement. Mais pour Hegel arrive un moment, inauguré d'ailleurs par la Révolution française, un moment où l'humanité a saisi, au moins en certains de ces éléments, de ces groupes les plus évolués, a saisi quelles étaient les conditions objectives, rationnelles de la liberté. C'est le moment inauguré par la Révolution française. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'histoire, en tant qu'elle a été motivée par la réalisation de la liberté, sous toutes ses formes et sous ses formes systématisées, réunies, l'histoire a abouti à la prise de conscience par l'humanité, même si c'est en des endroits limités d'elle-même, la prise de conscience par l'humanité des conditions objectives qui font système. Et il y a des dimensions économiques, sociales, culturelles et politiques. Rien ne se faisant dans le monde si ce n'est à travers la force du politique, puisque c'est là qu'il y a la puissance. Par conséquent, la politique est la condition de tout le reste, même de ce dont elle permet qu'on la nie elle-même, parce qu'il y a des mesures sociales qui rendent la vie politique plus difficile, etc. Alors, cette histoire est finie. Et pour Hegel, il n'y a pas d'autre histoire possible. C'est peut-être là que la critique du hegelianisme peut s'amorcer. Dans une époque où la notion de sens est la notion dominante, Hegel, à travers la phénoménologie de l'esprit, rappelle que la notion première et essentielle en ce qui concerne l'existence, c'est celle de vérité. C'est pas une philosophie du sens, c'est une philosophie du vrai. Le vrai qui est soumise à une logique, à la logique, mais une logique qui n'est pas la logique abstraite de l'identification d'une diversité extérieure à elle, mais qui est une logique concrète, une logique qui non seulement ne méprise pas le divers et n'en fait pas abstraction, mais accueille en elle le divers, et le divers dans toute son acuité, c'est-à-dire le différent et même le contradictoire. C'est pour Hegel cette pensée vraie qui est l'objectif essentiel. Et la phénoménologie de l'esprit n'est pas simplement descriptive, elle justifie que l'homme, dans son existence, assume tous les moments d'une existence vraie, et il montre qu'il y a un ordre vérifiant chacun de ces moments et l'ordre selon lequel ils se succèdent. Il reconstruit en
sa thématique, si vous voulez, conceptuelle, en fait, il reconstruit l'existence humaine pour montrer, coordonnée à la saisie de la vérité. Une vérité non seulement théorique, mais une vérité pratique. Il montre qu'il faut passer par les différentes étapes qu'énumère la phénoménologie de l'esprit pour arriver à une conscience absolument rationnelle qui comprend les choses, comprend les limites de l'existence humaine et les conditions mêmes de son progrès. C'est cela la phénoménologie de l'esprit, la démonstration de l'existence vraie par le parcours, si vous voulez, nécessaire de tous ces moments fondamentaux. C'est un redressement de l'existence suivant la vérité. Alors que dans le monde dans lequel nous vivons, ce qui est important, c'est pas le vrai, c'est pas la vérité, c'est la simple signification. Voyez. On s'efforce de redonner à une existence une surabondance de sens, une surabondance d'expérience. Vous voyez, une sorte de dilettantisme qui n'est pas ordonné, permettant de jouir de tout. Mais Hegel ne s'intéresse pas à cela. Il s'intéresse à une existence vraie, c'est-à-dire permettant à l'homme d'accomplir son existence dans toutes ces dimensions hiérarchisées, mais qui doivent toutes, à un degré ou l'autre de cette hiérarchie, se présenter. L'anti-Hegel, c'est le philosophe du sens par excellence, de la signification par excellence, qu'a été Ricoeur. Ricoeur est à mes yeux le représentant le plus totalisant, le plus complet d'une existence non hegelienne. Vous voyez, le sens. Mais accumuler des expériences, des sens. Ça donne Macron. Ça sert à quoi? Pardon? Ça donne Macron. Oui, c'est un disciple revendiqué de Ricoeur. Oui, c'est du dilettantisme. Vous voyez. Mais on vit. L'herméneutique a absorbé la philosophie. Oui. L'interprétation. Ça avait commencé avant Ricoeur. Ça avait commencé avant Ricoeur. La phénoménologie. Si vous voulez, ça a commencé avec le plus C'est vrai qu'il y en a grand perfection. adversaire de Hegel, qui n'a pas été Marx, qui n'a pas été Schopenhauer plus tard, qui a été Schleiermacher. Celui qui lève le voile. Oui, Schleiermacher. Et qui commence à lever le voile. Qui a engendré Dilthey après, puis, plus proche de nous, quelqu'un que je ne devrais pas critiquer, puisque Bellaval avait voulu qu'il fasse partie de mon jury de thèse, il est venu à Paris à cette occasion, Gadamer. Vous voyez, Gadamer, lisez sur l'herméneutique de Gadamer, vous trouverez la philosophie de notre époque. Mais comme par hasard, il revient à la mode, Schleiermacher. Oui. Mais vous voyez, Schleiermacher, Dilthey et Gadamer. Ça a été la critique la plus forte ou
du hegelianisme parce qu'elle a attaqué le concept même. Marx a attaqué Hegel, mais en restant dans l'élément du concept. Il n'a pas attaqué, il l'a critiqué. Il a critiqué. Oh, il l'a attaqué oui. aussi. Mais enfin, quand même, c'était une critique Sévère, pas parfois. simplement verbale, si Oui, je veux dire. Surtout quand il était jeune. Oui, en restant hegelianisant toute sa vie. Quand je lis Capital, je me sens, dans la mesure où je me veux hegelien, je me sens chez moi. Il n'y a pas seulement le premier chapitre, tout le Capital est hegelianisant. Alors, Marx a donc été un adversaire de Hegel, Schopenhauer plus tard aussi, mais Schleiermacher, qui faisait ses cours ou ses prêches au moment où Berlin faisait ses cours à Berlin. Déjà. Où Hegel faisait ses cours à Berlin. Pardon? À l'époque où Hegel faisait ses cours. Oui, Hegel faisait ses cours. Schleiermacher, la philosophie de l'interprétation, la philosophie du sens, opposée à la philosophie du concept, ou à la philosophie de la vérité. Parce que ce qui justifie un sens, c'est qu'on le vive, c'est qu'il soit vécu, c'est qu'il existe. Vous voyez, ce qui compte, c'est la subjectivation de l'objet, au sens où il faut enrichir son expérience. La philosophie du sens, la philosophie du symbole, c'est la philosophie opposée à la philosophie hegelienne du concept, et la filiation, elle remonte bien à Schleiermacher. D'ailleurs, dans les... je lisais aussi, comment s'appelle-t-il, les noms m'échappent là, un penseur allemand contemporain, et qui dit bien que... Contemporain d'aujourd'hui ou de Schleiermacher? Non. D'aujourd'hui? Contemporain aujourd'hui. Habermas? Pardon? Habermas? Non, son nom va bien me revenir. Dit que c'est de Schleiermacher qui se sent Un séminariste, je crois. Pardon? Un séminariste. Oui, oui, bien sûr, oui. Alors, la phénoménologie, vous voyez, est un ouvrage qui expose les vécus fondamentaux de l'homme. L'expérience sensible, la vie perceptive, la reconnaissance, ce qu'il a l'esprit, à savoir l'esprit communautaire, c'est une reconstruction du sujet. Mais précisément, ce qui est essentiel, c'est que le vécu soit restructuré selon la vérité de l'existence humaine, qui fait que l'homme s'emploie à vivre sans se contredire. Alors que la philosophie herméneutique veut simplement décrire la multiplicité des vécus. C'est le vécu comme tel qui compte, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit le plus riche possible. L'important, c'est d'éprouver. L'important, c'est de dégager un sens, quel qu'il soit, de ce que le monde propose, mais pas le sens vrai. La notion de vérité a été éclipsée par celle d'authenticité. L'authenticité était la conformité de soi, non pas à l'être, mais la conformité de soi à soi-même. Vous voyez, qu'on vive vraiment ce qu'on vit de la façon la plus subjective, la plus personnelle, etc. Ça nous ramène aux identités très en vogue aujourd'hui. Oui. Et à la pédagogie de l'épanouissement. Oui, ben, bien sûr. Bien sûr. Les enfants ne sont pas des fruits. Oui.
Ça vaut mieux que Alors, la phénoménologie, donc, qui est un ouvrage qui ne parle que du vécu, que de l'Odyssée de la conscience, en parle d'une façon radicalement opposée à tout ce qui constitue, allez, je vais dire le mot, puisque c'est bien celui qui résume la chose, la phénoménologie. La phénoménologie, l'étude du phénomène, de ce qui apparaît, de ce qui m'apparaît, de ce qui se manifeste à moi, l'essentiel étant de vivre vraiment conformément à ce qui se passe en nous, à ce que nous vivons, cette forme d'identité à soi qui est une manifestation, enfin, tout à fait excessive de la subjectivité. Les dernières pensées de Hegel allaient contre l'intersubjectivisme. Chacun à notre époque, dit-il, veut s'exprimer, parler le plus haut. Philosophie de l'auto-expression. Chacun se donne en spectacle, etc. C'est cela que la phénoménologie de l'esprit, qui est pourtant un extraordinaire ouvrage phénoménologique, est aux antipodes de la phénoménologie contemporaine, parce que ce qui intéresse Hegel dans le vécu, c'est le vécu d'un homme qui veut enfin être, c'est-à-dire surmonter la contradiction, c'est-à-dire qui veut vivre de façon vraie. Le sens a obnubilé le vrai. Si vous voulez, il y a un texte de Ricoeur, c'est au début de son ouvrage sur l'interprétation. Il y a quelques pages qui sont éblouissantes, si je puis dire, en tant qu'elles décrivent parfaitement cette démarche phénoménologique qui précisément vise à dire l'expression de soi au lieu de dire, d'exprimer conceptuellement les choses. Philosophie du concept et philosophie du sens. C'est le choix qu'il faut faire, revenir de cette phénoménologie débridée, vous voyez, à une philosophie qui relie solidement entre elles l'idéalité principielle et la réalité empirique la plus solide, c'est-à-dire l'ontologie, ou même le théologique, et le politique. Nous avons ce système hegelien qui ontologise la politique, ou politique l'ontologie, et face à lui la philosophie de l'entre-deux, etc., la philosophie du sens. Donc, la phénoménologie, c'est le vécu, mais en sa vérité. Voilà pourquoi la phénoménologie de l'esprit est la négation absolue de toute la phénoménologie moderne, de ce qu'on appelle depuis Husserl la phénoménologie. Vous voyez, voilà pourquoi, pour Hegel, ce qui compte, c'est pas l'origine, parce que l'origine, c'est l'être. C'est l'être qui ne fait qu'être. Et parce qu'il n'est qu'être, il est identique au non-être. C'est-à-dire qu'il se détruit lui-même. Vous voyez ? Il n'y a que les enfants qui ont toujours à la bouche le mot être. Oui, oui. Oui. Alors, on part de l'être. L'ancrage hegelien est extraordinaire. Vous ne pouvez pas partir d'autre chose. On le dévoile.
vous Parce savez que bien. qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce qui différencie l'homme, à différence de l'animal? C'est que l'homme, il est celui qui dit ce qui est. Il devient homme lorsque il vise ce qui est pour lui de l'être. C'est. Oui, l'homme, c'est l'être qui dit c'est. L'animal, lui, qui est rempli de lui-même, absorbe l'être, il le désire, etc., ou il l'ignore. Il consomme. Ouais, il consomme. L'homme peut dire c'est. Et dire c'est mettre à distance de soi précisément ce qui est, parce que ce qui est, c'est pas moi, c'est autre chose. Alors, on parle de l'être, et Hegel se demande à quelles conditions, qu'est-ce qu'il faut ajouter au sens être, qui est le sens le plus indéterminé qui soit, pour que ce que ce sens, en son abstraction, dit, à savoir être, donc ne pas se contredire, ne pas immédiatement passer au non-être. Qu'est-ce que l'être doit être pour être au lieu de se renverser dans le non-être? Et Hegel finit par montrer, au terme de la logique, qu'il ne peut être que si, en lui, comme principe, et on peut l'envisager de différentes façons, il y a ce qu'il appelle la personnalité pure. C'est-à-dire, cet être réfléchir en lui-même, qui s'appelle une personne, enfin, une personne qui en tant que telle n'est rien, parce que la personne c'est personne, c'est-à-dire rien. Je pense à Polyphème, etc. Mais il y a cette réflexion en soi, ce mouvement réflexif qui est le principe de la subjectivité. Voyez, l'être ne peut être que s'il est personne, c'est-à-dire il n'est identique à soi que s'il se réalise comme la différence absolue de soi, puisque être une personne, c'est se mettre à distance de soi en mettant à distance de soi précisément ce qu'on appelle de l'être. C'est. Là, il y a, c'est. Et vous avez donc, dans la phénoménologie, un traité du développement de la conscience, du sujet ou de l'esprit, qui est fidèle à l'exigence qui le constitue, à savoir de saisir l'être. De saisir de l'être, ce qui n'est pas contradictoire en soi, en quoi on peut donc se reposer en y adhérant pour échapper soi-même à la contradiction, se retrouver soi-même dans ce qui est, dont l'autre nom, c'est la liberté. Voilà. Toute la philosophie de Hegel est une philosophie de la liberté, et la phénoménologie de l'esprit est la description de la libération de l'existence humaine en quête donc de son accomplissement vrai. La phénoménologie de Hegel est encore une fois la négation radicale de tout le mouvement phénoménologique contemporain. Voilà pourquoi il faut relire sans cesse la phénoménologie de l'esprit. C'est une tâche difficile, hein. C'est un ouvrage horriblement difficile. Il ne faut pas... c'est pourquoi j'ai toujours eu de l'estime pour Kojève, qui a pris à bras-le-corps certains chapitres de la phénoménologie de l'esprit dans son livre qui a relancé les études
sur Hegel en France, là. Introduction à la philosophie. Pardon? Introduction à la philosophie. L'introduction, oui, oui. C'est très difficile. On croit comprendre et puis finalement on voit qu'on n'a pas compris. On peut passer sa vie en lisant la phénoménologie de l'esprit. On en est là, hein. C'est vraiment difficile. Qu'un esprit comme celui de Hegel ait pu écrire ça, ça me remplit d'admiration. Oui. On va insister là-dessus parce qu'on est quand même là aussi pour promouvoir auprès Oui. de tous ceux qui écoutent et au-delà même de ceux qui sont présents Une certaine la réédition en poche Oui. avec un. Vous m'avez dit que vous aviez. Je vais te repasser la parole là-dessus, justement. Oui, vous avez repassé en revue quand même. Vous m'avez dit j'ai bien nettoyé aussi bien les notes que l'appareil critique. Oui, oui, bien. J'ai essayé. poche, ben oui. Vous avez bossé encore une fois là. Oui. Oui. Mais j'allais parler au passé parce que maintenant, j'ai bien aimé travailler dans ma vie, vous savez. Non, je me suis intéressé à Hegel parce que je n'y comprenais rien. Et je sentais que c'était quand même là qu'il fallait. Vous voyez, lorsque je comprenais, je retrouvais. Là, qui devrait rassurer ceux qui s'accrochent à la lecture. Commencé. Là, c'est pour les encourager. J'avais commencé. Il faut bosser. Je voulais d'abord faire un travail sur Spinoza. J'avais commencé. Ce n'est pas simple. Hein. Oui, oui. Hegel dit bien qu'il veut commencer par Spinoza, mais il ne faut surtout pas y rester. Je n'y suis pas assez resté, sans doute. Oui, oui. Mais on peut se nourrir de Hegel encore maintenant, en toute chose. Oui, justement, suite à l'annonce dramatique du décès de notre ami Domenico Losurdo, je relisais moi aussi ses ouvrages sur Hegel. Et il me semblait qu'il avait insisté, par rapport à ce que vous disiez à propos de liberté, égalité, fraternité, sur le fait que tout l'idéalisme allemand insiste sur cette notion d'égalité, ne serait-ce que par l'égalité par rapport à la loi. Et Losurdo, lui, s'inscrivait complètement dans... Je pense que si on peut essayer de présenter sa pensée, je pense que c'est pas seulement un marxiste qui teinte sa pensée d'hégélianisme, c'est vraiment quelqu'un qui vit dans l'idéalisme allemand et qui retrouve après le mouvement ouvrier tel qu'il se développe. Et parce qu'il restait fidèle à cet idéalisme allemand, en ce sens où il a été une immense aurore, lui aussi, puisqu'il est le décalque théorique de la Révolution française. Et il est un monde qui recommence d'une certaine manière par l'autonomie de la raison. Bon, peut-être, bien sûr, Descartes avait créé ce commencement, ce que Hegel ne contredit absolument pas. Au contraire, il affirme. Oui, très bien. Mais cette égalité de tous par rapport à la loi, ça distingue complètement l'idéalisme allemand de la tradition libérale telle que Losurdo l'a retracée, puisqu'il en a fait la genèse. Et il a montré à quel point justement ce libéralisme était entaché de féodalisme, d'inégalité sociale. On pense à Locke, pour qui justement la raison dépend du portefeuille, n'existe pas chez les esclaves, justifie l'esclavage. Mais ça, bien sûr, c'est bien enterré dans l'idéalisme allemand. Mais Burke, à qui sont confrontés justement des gens comme Kant ou Hegel, et leurs représentants allemands, bien sûr, qu'ils existent aussi, les Goebbels, etc., sont des libéraux au sens classique du terme, au sens de l'époque, et contre qui, justement, cet État national hegelien s'est créé. C'est-à-dire que ce que nous admettons comme un État national, avec, comme vous disiez, une certaine intervention de l'État et une forme d'initiative privée, c'est une conception moderne. On a pu obtenir cette forme de libéralisme parce qu'il y a eu, justement, une contradiction historique, avec justement un très fort antilibéralisme hegelien, sur lequel insistait Losurdo, en polémique avec Hilsing, avec même Jacques Dont, par certains moments. Alors voilà ma première objection, et sinon je voulais vraiment vous remercier, parce que ce que vous dites sur la phénoménologie, justement je repensais à notre ami Losurdo, la phénoménologie de l'esprit contre les approches phénoménologiques, la philosophie du concept contre la philosophie du sens. Je crois vraiment
excusez-moi, je peux pas m'empêcher de penser à Le Sourdeau en ce moment, mais c'est normal, forcément. Nous, on l'a lu dans notre génération, on a eu envie de redécouvrir Hegel en le lisant, parce que c'est comme ça qu'il nous y amenait, et forcément, on retrouve ces points de passage. Mais ce qui est frappant, justement, ce que vous illustrez très bien sur renoncer aux incursions personnelles dans le rythme immanent du concept, ça c'est vraiment l'essence même de l'hegelianisme contre cette philosophie de l'ère Leibniz, c'est-à-dire cette philosophie où il faut accumuler un certain nombre d'expériences vécues, et où ça ferait sens, mais où ça ferait plus du tout, justement, on perdrait cette notion de totalité, de concept de vérité. Il me semble que c'est ce que Le Sourdeau a fait lui-même, puisqu'il a essayé justement dans une période difficile pour sa famille politique, il a fait cette grande réconciliation avec la réalité, la grande Versöhnung. Justement, il a renoncé à ses incursions personnelles. Il a essayé d'expliquer où en étaient les sociétés qui n'étaient pas précisément communistes, mais qui étaient socialistes. Et le socialisme, il a vu qu'il perdurait. Il a vu qu'il perdurait en Chine, sous des formes très très étonnantes. Mais il perdurait à Cuba, il perdurait et il a essayé de l'analyser dans ce qu'il est, justement. Penser l'État tel qu'il est, et penser justement ces États socialistes. Ça a été. Mais c'est parce qu'il était hegelien qu'il l'a fait. Et voilà. Mais en même temps, justement, et par rapport, peut-être je veux pas être excessivement critique par rapport à la pensée d'un Badiou qui est extrêmement suggestive et qui nous fait réfléchir à tous ces problèmes-là. Il me semble qu'au contraire, la stratégie d'un Badiou n'a pas été justement la Versöhnung, ça a été au contraire la fidélité à un événement qui était pour lui la révolution culturelle, sur le mot justement de l'ère Leibniz, de l'événement, et y compris même jusqu'à une reformulation du sujet. Et ce qui l'intéressait précisément, c'était ce que vous décriviez dans le Sartre de la critique de la raison dialectique, c'est-à-dire ce parcours du sujet fidèle à un événement qu'il reproduit en lui-même. Mais je me sens que justement, là, vous me faites comprendre à quel point, et je trouvais ça absolument passionnant de votre exposé, cette philosophie de ce sens... Il faut remonter jusqu'à justement Schleiermacher, Dilthey, Gadamer peut-être, c'est cette espèce de phénoménologie du sens contre la phénoménologie du concept. Et là, je crois qu'on aurait vraiment tous les enjeux, y compris dans notre philosophie progressiste. En France, je pense qu'on les retrouverait. Je trouvais ça extrêmement suggestif. Ce qui m'a frappé, c'est que par contre vous rendez hommage dans votre livre, à votre présentation à Schleiermacher, comme traducteur, comme théoricien de la traduction. Ah ben, si vous voulez, Schleiermacher c'est un bon traducteur, mais ça a été un mauvais théoricien de la traduction. Il a opposé deux sortes de traductions. Ou bien je ramène la pensée de celui que je traduis à moi, ou bien je m'efface devant lui. En réalité, le traducteur doit toujours être habité par ces deux exigences contraires et essayer de s'en tirer de façon empirique. Vous en savez quelque chose. J'en sais quelque chose. Je pense que Schleiermacher a traduit des textes, il a été un bon traducteur, mais heureusement, il traduisait mieux qu'il n'a dit ce qu'était la bonne traduction. Oui, il a opposé deux manières de traduire, alors qu'en réalité, le traducteur, qui ne cherche pas à élaborer une philosophie de traduction, mais qui veut faire son boulot honnêtement, le traducteur, il doit essayer de mener de front ces deux impératifs, d'obéir à ces deux impératifs. C'est-à-dire, c'est toujours la traduction une cote mal taillée, c'est toujours empirique. Voyez, il faut se méfier des gens qui font une philosophie de leur pratique, quelle qu'elle soit. Ce qui est important, c'est la pratique. C'est pas. C'est ce que je fais. Et souvent, avec les sa marge praticiens d'indétermination sont de mauvais théoriciens de leur pratique. Voyez. Est-ce que je peux faire un éloge de votre traduction précisément, parce que vous ne la ferez pas vous-même, mais ce qui m'a frappé justement, après toutes ces traductions qu'il y a eu de la phénoménologie de l'esprit, que ce soit de Lefebvre, que ce soit La Barrière et Yarzik, Hippolyte, et c'est en même temps que vous retrouvez une certaine simplicité, que vous ajoutez quelque chose de nouveau. Je prends le simple concept d'Aufhebung.
quand vous montrez très bien que si Hegel veut lui donner ce double sens, que cette chance spéculative que donne la langue allemande, il ajoute erhaltende Aufhebung. Voilà. Donc c'est en ce sens qu'il faut dire sans le premier conserver. Ça veut dire que pour lui, la Aufhebung, elle est essentiellement négative. Vous voyez, essentiellement négative. Et sinon, vous montrez, pour préciser aux gens, que c'est des fois le simple sens de Abschaffung, c'est-à-dire suppression. Mais c'est pas la peine de... les gens n'aiment pas le négatif, ils n'aiment pas l'assumer, alors... c'est la taupe, hein. Ils veulent être réenchantés. Oui. Vous savez, c'est ce que j'entends tout le temps ici. Ah oui, mais Dominique, vous dézinguez tout le monde, nous on veut être réenchantés. Donc, vous êtes trop négatif. Ce que je veux dire, c'est que cette traduction aussi elle a aussi cette simplicité qui est le fruit d'un long travail justement pour arriver à retrouver justement... alors qu'il me semble que certaines traductions récemment précédentes ne faisaient que compliquer les choses. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'elle est en même temps tout à fait lisible. Elle vient après toute une longue tradition, mais... J'ai trouvé, mais je ne l'ai pas souligné, ça aurait été discourtois de ma part, les traducteurs, j'ai trouvé, depuis certains ont retraduit, sans dire pourquoi, mais il y a un apax en allemand, on peut s'en étonner parce que l'équivalent français, il est tout à fait courant, c'est übertägig. Éphémère. Que tous les traducteurs de la phénoménologie, avant ma traduction, tous avaient fait comme s'il s'agissait de übertätig, suractif. Tous, Hippolyte, c'est l'action, le fait. Hippolyte y compris, ils avaient tous fait ce contresens. Ça vaut symptomal. Alors, ça veut dire éphémère, tout simplement. Hein, Uber, épi, sur, vous voyez, éméra, jour, éphémère, Uber, tägig. Eh bien, j'ai trouvé chez tous les traducteurs avant, suractif, etc. Comme quoi on améliore toujours, C'est presque un jeu de mots. Hein. Oui, c'est étonnant. Mais j'ai consulté un vieux dictionnaire allemand, übertägig, apax, chez Hegel, une fois. Ah oui, c'est indiqué qu'il était comme tel. Quoi. Oui. Et les Allemands sont les champions du dictionnaire. Voilà, un vieux dictionnaire du 19e, un beau dictionnaire que j'ai, mais tous les traducteurs français ont fait la faute, je ne l'ai pas souligné. Quand ils ont retraduit, après ils ont corrigé. Mais ça m'avait amusé, ça. Ouais, moi, justement, je rebondis sur ce que vient de dire Émeric, parce que c'est la meilleure manière un petit peu d'introduire ce que je voulais amener pour commenter l'introduction de Bernard Bourgeois. Et quand tu insistes sur la clarté de cette traduction, et je n'oublie jamais, c'est même l'essentiel de mon intervention, qu'il y a des jeunes lecteurs, une transmission continue. Je n'oublie jamais, enfin il ne faut jamais oublier, qu'on parle de cette édition, c'est-à-dire d'une édition Uber médiatrice, Uber vermitteln, surmédiatisante. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que, premièrement, la phénoménologie, Hegel l'écrit au milieu de sa vie. C'est plus le Hegel de Genèse, c'est pas le Hegel de Berlin. C'est le milieu. C'est une médiation entre son romantisme de jeunesse et puis le stade final du système. Je n'ai pas dit le stade sclérosé, le stade final. Et deuxièmement, il dit, et il passe son temps à dire, en particulier dans la préface, que c'est une œuvre médiatrice au sens de pédagogique. Il s'agit de faire, je cite la formule célèbre, descendre la philosophie à la conscience commune et élever la conscience commune à la philosophie. C'est admirable ce double mouvement. Ce faisant, il prend le relais d'une tradition. J'ai bien noté votre petit apparent cafouillage sur Descartes, la chronologie et la Révolution française, qu'il faudrait peut-être remonter à Descartes, c'est intéressant. Je veux dire qu'il prend le relais de cette immense entreprise pédagogique que fut l'encyclopédie et le siècle des Lumières.
dans le projet pédagogique de la phénoménologie, qui est explicitement une œuvre qui est ce qu'on appelle en Allemagne un Bildungsroman, n'est-ce pas, à la suite, et de l'Émile de Rousseau, qui sont les grands modèles de l'époque un petit peu avant, et surtout le Meister de Goethe, que toute la génération de Hegel, elle était imprégnée. Et il y a le pédagogique y est toujours, et ça c'est une tradition, là j'interviens pour le faire remarquer, si je peux me permettre, qui remonte à la Renaissance. Le pédagogique est toujours l'antichambre du politique. C'est pas un hasard si c'est à partir de la Renaissance, du XVIe siècle, de Rabelais, tu vois comment on arrive à Descartes, et de Montaigne, que le problème pédagogique monte au zénith. Les temps forts des romans de Rabelais, c'est la nouvelle éducation à laquelle on va élever Pantagruel. Rabelais, il dit tout le temps, il faut arrêter de manger que de la barbaque, comme les seigneurs barbares du Moyen-Âge, il faut aussi manger des légumes. Je suis un médecin, je suis allé à Montpellier, je connais. Bon. C'est comment faire un homme. Voilà, sérieusement, c'est l'humanisme. C'est l'humanisme. Total. Bon, Montaigne, n'en parlons pas, une tête bien faite, tête bien pleine, etc. Et puis il y a, c'est là que la chronologie a son sens. J'essaie d'être hegelien dans cette triade du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. J'essaie. Grâce à Hegel et grâce à votre traduction, qui éclaire la chose. C'est que ce mouvement critique du XVIe siècle par rapport au Moyen-Âge, c'est-à-dire où la relation au Moyen-Âge verticale de l'homme à Dieu était essentielle, centrale au Moyen-Âge. Elle s'appelle théologie, elle s'appelle religion, cette relation-là. Alors qu'à partir de Machiavel, dont Hegel est le premier lecteur moderne, il ne faut jamais oublier, à partir de la Renaissance, c'est la relation de l'homme à l'homme et non pas de l'homme à Dieu, la relation politique qui va prendre de plus en plus d'importance. Et voilà que ce mouvement de la Renaissance, qui va être repris au XVIIIe siècle, est bloqué au XVIIe siècle par le plus long règne de l'histoire de France, par la monarchie absolue, Louis XIV. Donc il faut, pour que la postérité de Descartes explose, attendre que Madame de Maintenon et que les dernières années du XVIIe siècle se sont manifestées. Ce n'est pas un hasard, c'est le premier grand texte social de notre littérature, mais social d'une extraordinaire force, c'est le fameux texte sur les paysans de La Bruyère, c'était à la fin du XVIIe siècle, où il compare les paysans, et dit on voit dans nos campagnes des animaux qui grattent le sol, et quand ils lèvent la tête, on voit qu'ils ont une face humaine, c'est une violence. Et ils passent leur vie à produire le pain que nous consommons à leur place. Bon, voilà, tout de même, c'est pas de l'absolutisme, ça. Eh bien, je veux dire, Hegel hérite de tout cette tradition pédagogique, au sens, bien sûr, l'Émile de Rousseau étant l'aboutissement de tout ça, où c'est l'antichambre du politique. Il s'agit non pas d'éduquer, d'épanouir l'enfant, justement, sociétalement parlant, mais de produire le futur citoyen. C'est dans ce sens que le pédagogique est l'antichambre du politique. On le voit très bien, on le voit très bien dans l'Émile. Donc, j'y reviens, je dis ce long détour historique pour me féliciter de cet événement qu'est cette traduction, parce que le fait qu'elle soit en poche, c'est le troisième moment de la médiation. Ça le met à la portée d'un grand nombre. C'est une vulgarisation. Qu'est-ce que c'est que l'immense travail qu'a été l'encyclopédie des arts, des sciences et des techniques, dictionnaire raisonné des arts, des sciences et des techniques, pour reprendre le titre intégral, le titre exhaustif. Qu'est-ce que c'est sinon la plus grande entreprise de vulgarisation des temps modernes? Ce n'est pas les équations de Newton, c'est la mise à la disposition d'un plus grand nombre possible des résultats obtenus par Newton, par Galilée, par Lavoisier bientôt, etc. C'est quand même, et bien sûr par les techniques de l'artisanat et des fabriques. C'est le vrai et pas le sens. Voilà, exactement. Alors là, je commence à avoir une petite réflexion critique par rapport à une discussion de tout à l'heure. C'est purement sémantique, je l'avoue. J'ai vécu l'époque du terrorisme structuraliste, donc c'est pas très important pour moi. On peut appeler ça comme on voudra. Je ne suis pas terrorisé par un signifiant indépassable. Je veux dire, vous dites philosophie, vous opposez très belle dichotomie, philosophie du vrai, et à une philosophie du sens. Moi, je dirais, à la place de philosophie du sens, philosophie du signe. Parce que quand on lit Ricoeur et les phénoménologues, je veux dire, le sens se dérobant en permanence, c'est ce que vous disiez d'ailleurs,
on est toujours inondé par une, par une pléthore de signes. Oui, oui, oui. Je viens de finir, pendant toute cette année, j'ai essayé Oui. de vulgariser et d'initier certaines idées philosophiques à travers une courte nouvelle de Gérard de Nerval. Alors, introduire le savoir absolu et le rationalisme absolu à travers l'œuvre d'un fou, n'est-ce pas, connu pour avoir plutôt introduit le rêve dans la littérature que la raison, c'était un paradoxe. Hein. Même s'il lui arrivait de dire que dans ses ouvrages, ils n'ont pas toujours manqué de raison, même s'ils ont parfois manqué de raisonnement. Où j'ai voulu en arriver en faisant ce raccourci, c'est précisément, non pas pour faire l'apologie de Nerval, si comme auteur il n'a pas besoin de moi, c'est une merveille, mais je veux dire au niveau du sens précisément, Nerval est un double échec, suicide psychique la folie, suicide physique la pendaison. Pourquoi? Parce qu'il a passé son temps à voir des signes partout. Et en ce sens, il incarne la forme la plus mortifère de la modernité dans laquelle nous nous débattons. Oui, oui. Donc c'est pas pour en faire l'apologie. Oui, 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 bien sûr. Hein, c'est un peu un martyr, si vous voulez, Oui, oui. un martyr d'être condamné, hein, à l'horizon indépassable du signe, derrière lequel il n'y aura aucun sens circuler, il n'y a pas de sens à voir. C'est un peu ce que nous avons hérité du structuralisme et aussi, en un certain sens, des déconstructivistes. Voilà, je ne voulais pas monopoliser la parole, mais voilà, je rends hommage à la fonction médiatrice de... On va passer la parole aux questions du public. Moi j'avais une question pour essayer de savoir si j'ai bien compris. À titre pédagogique, mais une question de philosophie pure. Si j'ai bien compris, quand vous dites que c'est le... Enfin, si j'ai bien compris, l'être, il n'y a d'être qui n'a de sens que lorsqu'il y a un être qui dit « ceci est ». On passe du « esse » à « ecce ». C'est ça, quelqu'un de vrai vivant, la phénoménologie, quelque chose qui vit. On peut être tous des êtres, un animal, une bête et un être, mais il n'y a de l'être lorsqu'il y a parmi les êtres quelqu'un qui lui dit « ceci est », pour désigner la vérité. Il y a un sujet humain. Il se trouve qu'il est humain, mais il n'y a d'être vrai que lorsqu'il y a quelqu'un qui dit « ceci est », c'est-à-dire il dit la vérité sur quelque chose et pas vivre au sens être, plein de sens, plein de... Est-ce que c'est bien ça? Oui. Pas s'exprimer, Non. mais exprimer, enfin, ce que les sens fournissent, une vision, un bruit, etc., comme être, c'est-à-dire comme ce qui n'est pas moi. Si vous voulez, l'homme est cet être qui peut poser de l'être, c'est-à-dire ce qui ne n'est pas. Vous voyez, ce dont il est à distance, c'est l'extériorisation, c'est la transcendance, vous voyez, poser de l'être, ce qu'il n'est pas. Ce dont il est, alors si je parlais comme les philosophes modernes, ce dont il est en retrait, etc., ce dont il s'exclut, tout ce que vous voulez, avec des tons larmoyants, bon, vous réjouit. L'homme est cet être qui peut dire « c'est ». Si je peux me permettre de répondre aussi à la même question, pour prolonger ce que vous venez de dire, si vous remplacez être par nature, c'est pour être actuel que je dis ça, parce que hein, c'est quand même la valeur la plus répandue dans les plateaux télé. Hein. Je ne peux pas s'arrêter dans une pharmacie sans dire garantie bio, machin, produit naturel, je veux dire. Et donc, pour paraphraser ce que dit Bernard Bourgeois, mais en traduisant être par nature, ce qui n'est pas trahir tellement Hegel, parce que la nature c'est l'être immédiat, même l'être est péjoratif chez Hegel lorsque c'est l'être immédiat, l'être véritable, c'est l'être qui est absolument médiatisé, n'est-ce pas, qui est reconnu par le sujet. Sans vouloir rappeler tout cela, il ne peut exister de nature que pour un être qui en est sorti. C'est exactement la même chose. On veut voulu qu'un animal ait conscience qu'il y a une nature. Seul un être qui est sorti de la nature peut prononcer le mot « ceci est naturel ». Tiens, ce sont des seins naturels et non pas des seins artificiels. J'aurais pu dire des fleurs, excusez-moi. J'ai vu un débat là-dessus. Un être qui s'en est abstrait.
Hein. Oui. Il n'y aurait jamais eu de fleurs artificielles, on n'éprouverait jamais le besoin de dire, mais je vous garantis que ces fleurs-là sont naturelles. Réfléchissons. Juste une ça incise. suppose l'apparition de l'artifice que l'on puisse parler de nature. Voilà. Je voulais appeler un petit commentaire. Pardon, je voudrais dire ma chute, c'est excuse-moi. pour citer Gluskar. Hein. Ouais, vas-y. L'histoire précède la nature. Voilà ce que je suis en train de dire. Alors, voilà. pour bien comprendre, y compris la réflexion de Dominique, le rapport à la nature et l'abstrait, il y a une chose qu'il faut préciser pour les néophytes, il y en a sans doute là, et puis peut-être dans ceux qui vont nous écouter. Je vous expliquerai après pourquoi j'insiste sur sur la demande d'éclaircissement que je vais vous demander, que je vais solliciter. Il faut bien comprendre que ce que Hegel, qui opère toutes sortes de renversements, dont il a déjà été question, appelle abstrait, c'est pas du tout ce que habituellement on entend nous couramment par abstrait et abstraction. C'est plutôt ce que vient de décrire justement Dominique. C'est ce mouvement d'abstraction qui fait que justement on se sépare des déterminations, etc. Alors je vous laisse la parole pour préciser ce point parce que je ne vais pas avoir la cuistrerie de me charger d'apporter ces explications. L'abstrait, c'est un extrait, c'est-à-dire c'est le partiel. Le concret, c'est ce qui est le produit d'un crescere. Crescere, croître, se différencier. Et d'un crescere comme avec, c'est-à-dire d'un différencié qui est avec lui-même, c'est-à-dire qui s'identifie à lui-même. Le concret, c'est l'identité d'une diversité ou d'une différence, c'est-à-dire le tout. Concret, c'est synonyme de total. Vous voyez ? En gros, pour bien comprendre, pardonnez-moi cette vulgarisation, il faut imaginer que c'est en gros l'inverse de ce à quoi on pense quand on pense de choses abstraites, il est dans les abstractions, etc. Chez Hegel, c'est exactement le contraire. Oui. Je peux même donner un exemple, oui. Parce qu'il faut être pédagogique, je veux dire, si on me demande c'est quoi Mozart, je réponds c'est un Autrichien, on peut dire pareil d'Hitler. Ouais. C'est pas inexact, hein, mais c'est abstrait. Voilà, ça a l'air très concret. On a vraiment pris au sens où on l'entend habituellement. On est encore loin du tout. Mais on est dans les déterminations là. Voilà. Enfin, en philosophie, à partir de Descartes, mais c'était un grand problème théologique, même bien avant lui. C'était même le problème théologique par excellence, celui auquel va s'affronter aussi bien ses successeurs comme Spinoza et d'autres que ses prédécesseurs. C'était l'homme est-il libre? Par quoi est-il déterminé s'il n'y a pas de Dieu ou s'il y a Dieu, etc. Les déterminations, c'était la question théologique, philosophique par excellence. Et c'est pour ça que Hegel commence son cours en disant « Enfin, Descartes vint et tout recommence ». Voilà, je vous rends la parole. C'est bien. Non, mais j'insiste là-dessus. Concret, total sont synonymes. Abstrait, c'est partiel. C'est extrait. Le vrai est le tout, et le tout est toujours concret. Voilà. Alors le problème, c'est de savoir, c'est le choix. Qu'est-ce qui est premier? Est-ce que c'est l'un ou l'unification? Est-ce que c'est le tout, qui est un rempli, ou la totalisation? Sartre, qui est un individualiste absolu, il n'y a pas d'individualiste plus absolu que Sartre, il répète ça. Sartre n'envisage que des totalisations, mais jamais de tout. On peut affirmer que le tout est premier, même si c'est un tout en lui-même extrêmement abstrait, parce que ces deux dimensions, l'identité et la différence, sont juxtaposées et non pas articulées ensemble. Mais le progrès, c'est celui qui fait passer d'un tout relativement indifférencié à un tout qui est différencié en lui-même. Vous voyez, vous pouvez, on va du tout, d'un tout indifférencié à un tout qui est plus différencié. Le progrès est dans une différenciation, dans une détermination.
Ou alors, on peut affirmer comme ça que ce qui est premier, c'est le non-tout, donc l'individu, et considérer que le processus qu'il accomplit, c'est celui d'une totalisation qui ne réussit jamais. Pour Sartre, il n'y a jamais de tout. En acte. Non, en acte, non. C'est jusqu'à Badiou. L'individualisme absolu. Émeric, tu voulais... Oui, justement, je suis très très heureux d'avoir cette distinction, y compris étymologique du concret que crée Serré, pour détermination du tout. Mais c'est vrai que je repense toujours à Losurdo, effectivement, et pardon de l'évoquer, je ne veux surtout pas parler à sa place, mais simplement en me replongeant dans ces textes, je me rends compte que cette recherche de l'universel concret, qui est la marque hegelienne par rapport à l'universel abstrait, effectivement, je vois qu'il en avait conscience tout en restant dans sa propre famille politique. Et qu'est-ce qu'il en concluait? Il en concluait que il y avait un processus d'apprentissage dans les milieux marxistes ou communisants. Oui. Et il en concluait que justement il y avait une redécouverte des éléments nationaux qui perduraient, le temps long brodélien si on veut. Et il aimait souvent citer Fidel Castro disant nous avons redécouvert la nation. Ce qui a été pour des internationalistes abstraits, et je sais qu'il y avait une certaine générosité dans cet internationalisme, en pleine guerre de 14, ça voulait dire quelque chose. Mais redécouvrir ce sens des particularités nationales et du respect de chacun, ça évitait justement ces travers un peu millénaristes que Losurdo n'a cessé de pointer. Il en parle au début de la Révolution, les gens comme Bloch ou le jeune Lukács qui voulaient la transformation de la Révolution en amour absolu, la fin de l'argent, etc. Enfin, on pensait vraiment que ça allait disparaître. Et il s'est toujours accroché, encore, Versöhnung mit der Wirklichkeit, c'est-à-dire réconciliation, et arrêtez-moi si je me trompe, mais réaffiliation, c'est-à-dire avec tout ce concret, toute cette... Et c'est ça qui l'a ramené, je pense, à une défense du socialisme. C'est-à-dire comme point de passage vers le communisme, puisque le communisme n'a pas eu lieu. Alors qu'au contraire, peut-être que, finalement, dans votre exposé, vous m'avez semblé très proche de... Ça va vous étonner, mais en même temps, il vient de publier sa correspondance avec Althusser, on en parlait, qui est Lucien Sèvres, qui a dit qu'il, lui, en un sens comme vous, voudrait rester fidèle au texte marxien, et en disant, mais de toute façon, pour être fidèle à Marx, c'est la libération des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, et de toute façon, on pourra y être que quand on sera littéralement dans le communisme. Et Sèvres en a conclu que le mot socialiste ne figurant pas, par exemple, chez Marx, ni même dans le programme critique du programme de Gotha, parce qu'on a été victime d'une annihilation collective de ce point de vue-là, il fallait justement faire dépérir l'État maintenant par d'autres procédés. Mais de ce point de vue-là, et alors que Losurdo, justement, lui faisait une défense du socialisme, peut-être de tous les socialistes, je ne sais pas lesquels avaient sa préférence, mais surtout aujourd'hui on voit vraiment une diversité nationale, je veux dire que ce soit de, je sais pas, l'expérience vénézuélienne, même que ça vous plaise ou non, mais la Corée du Nord a gardé sa propre autonomie, c'est sanctuarisé. Donc, le fait est que ça existe, ça est, comme le Mont Blanc était pour Hegel, la Corée du Nord existe. Donc un certain nombre de... Donc il faut le penser, mais parce que, justement, Losurdo voulait penser l'universel concret. Voilà, Mon très bref commentaire, c'est justement, on a parlé d'universel tout à l'heure, on a parlé de l'abstrait du concret, on a simplement oublié de dire qu'évidemment, ce qui intéresse Hegel, c'est justement pas l'abstrait, il est plutôt dépréciatif, c'est plutôt un reproche, c'est le concret. Et c'est l'universel concret. Est-ce qu'on pourrait peut-être, on n'est pas trop loin de la conclusion, évoquer ce qui est finalement une espèce de synthèse de tout ce petit débat, l'universel concret, justement. L'universel concret. Au départ, j'aurais voulu qu'on reparle de la conscience malheureuse, mais on n'aura pas trop le temps. Ce sera peut-être pour une autre fois. Mais l'universel concret. Oui, non, j'intercède juste la parole, non pas pour couper la parole à un bourgeois, mais au contraire pour lui servir de piédestal, si je veux dire, parce que pour les jeunes auditeurs, c'est toujours mon souci. Il faut amener l'universel concret pour montrer à quel point c'est une synthèse, rappeler que ça a toujours été opposé, l'universel et le concret avant Hegel. Donc rappeler la fameuse phrase d'Aristote, il n'est d'existence que de l'universel, pardon, j'aime bien mon lapsus, il n'est de connaissance que de l'universel et d'existence que de l'individu. Je ne sers pas la louche à l'homme en général, mais à un homme particulier, vous voyez. Donc on a l'impression que l'idée d'homme, c'est une abstraction qu'on a tous dans la tête comme ça, en prenant des points communs à tous les hommes, là. Et puis l'idée d'arbre, il y a un tronc, il y a des branchages, il y a des racines, et puis voilà, comme ça, le bananier, le chêne, et puis le Doberman et le teckel et le Saint-Bernard, tout ça, ça. Bon. Et donc,
si vous prenez Aristote, je m'en sers comme tremplin, à la lettre, ça veut dire, s'il n'est d'existence que de l'individu et de connaissance que du général, ça veut dire que le général n'existe pas, l'universel n'existe pas, n'est jamais concret, et que l'individu est inconnaissable. Si vous le prenez à l'envers, pour dire la même chose. Oui. Voilà, maintenant, je me permets de vous passer la parole. Vous devinez la formidable synthèse que fait Hegel d'oser parler d'un universel concret. Que le plus concret, c'est ce qui est véritablement l'universel. Oui. Si vous voulez, le vrai pour Hegel, c'est pas l'universel, c'est pas le particulier, c'est le singulier qui est l'unité de l'universel et du particulier. C'est-à-dire que la réalité vraie est toujours une unité ou une totalité. Total et singulier sont des synonymes, disent la même chose. Voyez, c'est pas l'universel qui existe, c'est l'abstraction. C'est pas le particulier. Nous sommes des particuliers, mais pas vraiment des singuliers, parce que nous sommes pas assez particularisés. Nous sommes une synthèse, si vous voulez, extrêmement superficielle d'un ensemble de déterminations ou de différences. Mais la singularité, c'est autre chose que l'universalité et que la particularité. C'est ce qui est vraiment par soi-même un tout. Et ce qu'on appelle l'individu, en général, n'est pas un tout. Il dépend de tout le reste, il reflète son milieu, des influences, etc. Rien n'est plus difficile que d'être, au sens fort, un individu, c'est-à-dire une singularité. Vous voyez ? Pour Sartre, il y a une totalisation, mais il n'y a pas de tout. C'est un individualisme absolu, le sartrisme. Ça, c'est extraordinaire. Il n'y a pas eu plus individualiste que... Oui, justement, là, vous êtes toujours sévère avec lui. Là, je me permets de reprendre la patate chaude qui est entre nous. Pas non plus, on n'est pas là, des bisounours s'embrassons-nous vieilles folles. Je parle pour moi. C'est que tout de même, on voit bien l'ambiguïté, l'ambivalence de la notion d'individu. Vous venez très bien de citer à titre péjoratif l'individu empirique, l'individu dans la représentation. Oui. C'est quelque chose qui est tout sauf individuel, finalement. Voilà, on est bien d'accord. Ce que vient de dire Bernard Bourgeois sur le singulier comme synthèse de l'universel abstrait et du particulier soi-disant concret, vous le trouvez condensé dans le chapitre 7 de Les principes de la philosophie du droit. Comme nulle part ailleurs avec autant de clarté. Je veux dire, je le dis pour ceux qui veulent retrouver le texte, où il dit très clairement la particularité réfléchie sur elle-même et par là élevée à l'universel, c'est-à-dire l'individualité. Mais ce que je voudrais, alors maintenant, ajouter à titre polémique, si vous voulez, entre nous, c'est que si je suis communiste personnellement, je ne parle pas de parti ici, si je suis communiste profondément, c'est parce que c'est pour moi le système qui a le plus de chances de faire éclore l'individu. Oui. C'est vrai, je vous rappelle le texte de l'idéologie allemande. C'est pas mal. Oui, mais... Les individus sont toujours partis d'eux-mêmes et partent toujours d'eux-mêmes. Marx est un individualiste absolu, si je puis dire. Mais je voulais juste préciser que nous avons eu une longue discussion l'autre jour avec Bernard Bourgeois, où je me suis aperçu qu'en réalité, sa préoccupation, la négation de Marx, il est un peu revenu dessus. Parce et d'ailleurs, dans son exposé tout à l'heure, il le précise, il dit Marx a tout à fait raison, mais ça n'a pas débouché sur ses promesses, en gros. Avec un et le problème, c'est ça le problème. Il n'y a finalement pas de reproche à faire à Marx, mais à l'incompréhension ou au mésusage ou au fait que le procès, la contradiction en procès qui se poursuit, qui est l'histoire, n'a pas permis à l'esprit, si vous voulez, de réaliser totalement. Mais ça voudrait dire, et là je reprends la polémique,
est du côté de Dominique, Oui. mais elle revient sous une autre forme, que donc cette histoire n'est pas terminée. Oui, parce que Puisque tout, moi je dis, il faut on sait aboutir peut-être à tout, l'individu, y non pas compris avec, commencer par y compris l'individu. avec Marx, Oui, mais enfin- mais il nous manque quand même quelque chose puisqu'on n'arrive pas à le Oui, non, mais réaliser. dites, votre principe, là, je le dis, avec humour, je le conteste un peu, parce que ça n'a pas été, ça sera. Ah non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas dit ça non plus. J'ai pas dit ça non plus. Oui. Ma conclusion, c'est celle que je viens de Oui, donner, oui. c'est-à-dire que, et sous forme contradictoire, Oui, hein, c'est-à-dire Oui. que ça sous-entend, y compris votre critique, oui. on peut l'interpréter comme ça, que l'histoire n'est justement pas finie, puisqu'on l'esprit ne s'est pas encore auto-révélé Oui. tout ce qu'il avait à savoir pour arriver à la fin de l'histoire, Oui. justement. Mais ça veut Et dire... que donc les formes actuelles Oui. ne sont pas encore suffisamment pleines de ce qui est nécessaire pour réaliser. Ce qui m'ennuie un peu, c'est cette idée quand même que l'avenir peut surgir sans aucun lien au passé. Ah oui, mais Ça, je crois que personne ne le défend. aucun d'entre nous n'a prétendu ça, et pas davantage, et Marx moins encore. Ça, je vous fais un procès d'intention, là. Oui, ah bah oui. Non, mais ou alors je me suis mal exprimé, mais non, Non, non. c'est tout le contraire en plus que comme vous imaginez que je pense. Oui, oui. Non, mais je crois qu'il faut penser l'individu comme résultat du processus et non pas seulement comme point de départ. Vous dites les hommes partent des individus, moi je veux bien. Mais l'individu, c'est justement l'aboutissement de l'histoire. Je vais donner un exemple très simple. Il y a, pendant que je parle, des centaines de milliers d'enfants aux Indes et dans le sous-continent. Il y en a ailleurs, mais c'est surtout là qu'il y en a. Dans le sous-continent, je veux dire, il y a le Pakistan aussi. Des enfants de 6 ans qui fabriquent des briques là, toute la journée et toute l'année pour payer les dettes de leurs parents. Comment voulez-vous que surgisse là-dedans un Einstein ou un Mozart ou un Clifford Brown, hein, je peux changer de référence musicale. Bon, comment voulez-vous que ça surgisse? Il ne peut pas y avoir d'individu, c'est hélas un nivellement par la misère. Bien sûr. Donc l'individu suppose, et c'est là que, pour l'égalité, je trouve que quelquefois, il faut la prendre un peu comme pas la cinquième roue du carrosse, je ne veux pas non plus vous caricaturer, mais enfin... Non, vous savez, la limite que je pose, l'égalisation, oui, c'est au moins une mesure de prudence. C'est vrai. Au moins ça. Un homme prudent doit... C'est vrai, mais juste ma l'égalité. chute, parce que je rends la parole, je ne veux pas monopoliser, puis il y a la salle qui a d'autres questions. Votre progression et l'ordre est excellent. Liberté, égalité, fraternité. Voilà. C'est votre plan. C'est tout. Sauf que moi, je le prends à l'envers de vous. Oui. C'est-à-dire, vous, il semble qu'il y ait une entropie de la liberté à la fraternité, en passant par l'égalité, on descend un peu dans la hiérarchie des valeurs. Moi, je crois au contraire que la sagesse de la Révolution française, c'est de l'avoir énoncée dans l'ordre de la progression. C'est que la liberté, c'est la puissance au sens aristotélicien, sans laquelle il n'y a rien, je suis d'accord avec vous. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Je ne demande rien d'autre. Et il faut la médiation de l'égalité pour qu'elle rentre, qu'elle passe de l'essence, car elle est l'essentiel, de l'essence dans l'existence, Oui. et de là, ça produit comme résultat la fraternité. Oui. Voilà. La seule C'est un limite- enrichissement, c'est pas une Oui, chute. d'accord. La seule limite que je mets à l'affirmation de la liberté comme l'égalité comme conditionnant l'accomplissement de la liberté, c'est qu'au nom de l'égalité, on ne mette pas en question l'affirmation de la liberté parce que les hommes peuvent désapprendre. d'accord. Mais il n'y a Ouais, aucun Hegel est très désaccord clair entre là-dessus. nous à ce Non, sujet-là. Hegel est très clair là-dessus. Voilà. Il dit bien que toutes les sociétés qui ont essayé de s'opposer à l'apparition de la liberté individuelle sont Dites- condamnées à échouer. Non, mais Hein, il le dit bien. Mais égalisons tant que nous pouvons. C'est au moins une prudence élémentaire. Mais, au nom de l'égalisation, ne pas, comme ça a été fait dans l'histoire, ne pas, enfin, compromettre la pleine affirmation de la liberté. Voilà le principe. La liberté est conditionnée, mais ça ne veut pas dire qu'on peut, pour réaliser ce qui la conditionne, nier précisément ce qui est conditionné. C'est comme quoi c'était une bonne question. Voilà, Ah oui. ce point, d'accord. Alors il y a d'autres questions. J'ai juste une
une question pour Monsieur Bernard Bourgeois. Oui. Merci. Laissez le monsieur. Ça va. C'est peut-être déjà contenu virtuellement dans ce que vous avez dit, mais j'aurais aimé vous entendre là-dessus. Comment est-ce que vous expliquez que Hegel, cet immense esprit, comme vous l'avez rappelé, fait sa dernière œuvre, et la plus longue, sur l'esthétique? Enfin, une de ces dernières. Oui. Une de ses dernières œuvres sur l'esthétique. Non, c'est vrai. En nombre de pages, c'est la plus longue. Mais Oui. c'est des leçons. Oui, c'est des leçons. C'est des leçons et Les notes de cours. toutes les leçons et les cours. C'est-à-dire qu'il avait arrêté de produire une œuvre. Et traité de la même façon, bien sûr. L'art, c'est pour lui une dimension fondamentale, mais c'est pas la dimension absolue. C'est pas le dernier mot. C'est pas le dernier mot. Justement, c'est ce paradoxe qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il a consacré tant de pages et de pages, même si c'est tellement des leçons, Et à cette question. La place de l'esthétique dans le système de Hegel. C'est un sujet que réaliser pratique beaucoup l'égalité des conditions au niveau du sentiment artistique, c'est sans doute l'égalisation la plus difficile qui soit. C'est plus difficile d'égaliser les conditions du sens de l'art que d'égaliser les conditions du sens de la religion ou les conditions du sens de la philosophie. L'art, c'est autre chose. Voyez. Parce qu'on s'attaque à la faculté de juger, comme Ben, si disait j'étais l'autre. malicieux, je dirais, ce que je me garde bien de l'être, mais je dirais qu'on peut dire de l'art ce que j'ai dit tout à l'heure de la nature et ce que Bernard Bourgeois disait de l'être. C'est quand il est fini qu'on peut faire une esthétique. C'est quand on en est sorti. Nous sommes des muséomanes, nous les modernes, nous modernes, à partir de la fin du 8e siècle, du 19e, je veux dire, nous avons tous chez nous un tableau de ceci, un masque africain. Aucune époque n'a fait ça. Chaque époque était plongée dans son temps, hein, au niveau esthétique avant. Je veux dire, Racine, il fait parler ses Grecs comme les Versaillais. Hein, je veux dire, bon, il n'y a qu'à notre époque, tout d'un coup, qu'on se promène dans toute l'histoire de l'art. Et tant mieux, hein, moi je suis le premier. Hein, accumuler sur mes murs, tout ça. Mais je veux dire, ça veut dire quelque part que c'est un rapport muséique, ce barbarisme, à l'art. C'est pas le rapport de Fra Angelico qui peint la Vierge et les saints. Et ça, c'est amusant parce que ça nous ramène à une discussion qu'on a eue il y a très peu de temps, à Annie Lebrun, Oui, à ses deux derniers ouvrages. Tu m'as inspiré tout à l'heure en parlant. Et où elle évoquait, dans Du trop de réalité, c'est le côté muséique, justement, qui est évoqué, d'un point de vue critique. Et dans le dernier, ça va encore plus loin, mais c'est parfaitement homogène à ce que tu viens de dire et ce que vous venez de dire tous les deux. Elle évoque le fait que, justement, nous sommes dans une époque où il n'y a plus de rapport entre le citoyen et l'art qui se fait maintenant. C'est-à-dire qu'il y a eu la période muséique où il y avait encore un art exactement ça. avec beaucoup de guillemets contemporain, mais maintenant à l'art de l'époque contemporain, de l'art contemporain, il n'y a plus aucun rapport du citoyen, du type du vrai, de celui qu'on évoque, sinon le rapport du sens. Justement, il faut que ces signes aient un sens. Et c'est devenu combinatoire, c'est la seule chose qui compte, mais avec l'art au sens de l'esthétique de Hegel, entre autres, là, il n'en est plus question du tout. La période vraiment des dernières décennies, des 40 ou 50 dernières décennies, et c'est le sens de son livre, est marqué par ce constat effrayé, terrifié, que justement, on en est arrivé là. Donc c'est assez amusant qu'on en vienne à ça. Donc tu vois l'intérêt qu'on aura. Et un niveau plus prosaïque, parce qu'avec l'art on est dans le poétique, mais à un niveau plus prosaïque, on va tous partir en vacances, la plupart pour aller visiter les civilisations passées. À commencer, c'est chez moi en Corse par exemple. Ah, c'est joli ce petit village avec ces pierres sèches sur les toits. Il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui avons passé leurs vacances dans des usines rutilantes et sur Montneuf. Non, je constate. Ça vérifie Hegel. Et qu'est-ce qu'il dit de l'art? La mort de l'art ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'œuvre d'art. Il passe son temps à dire dans l'esthétique que l'art ne cessera de se perfectionner, je réponds à ta question, et de se développer. Mais il a perdu sa fonction de représenter l'absolu. À la fois sur le rapport, sur l'actualité de la phénoménologie de l'esprit aujourd'hui et la question de la fin de l'histoire chez Hegel. Il me semble que la fin de l'histoire chez Hegel, c'est quelque chose d'assez fragile. Oui. Et on le voit bien aujourd'hui. Enfin, M. Pagani a parlé de l'adversaire de Hegel dans la phénoménologie, M. Schelling. Il y a beaucoup de néo-schelliniens aujourd'hui qui s'ignorent. Et
finalement, après avoir attaqué octobre 17, on les voit aujourd'hui de plus en plus, ces néo-chiliens s'attaquer à 1789. Parce que finalement, la fin de l'histoire chez Hegel ne reste pas quelque chose d'extrêmement fragile, qui aujourd'hui est menacé. Pourquoi dites-vous qu'elle est fragile? Fragile au sens où elle définit des conditions, justement. Oui, les conditions de la liberté. Ah oui. Je ne vais pas les nommer, mais je pense à tous les Ces conditions de la liberté, c'est cela même que le jeune homme rappelle, qui est mis en cause et critiqué aujourd'hui. Je pense aux historiens du livre noir du communisme de M. François Furet, Tout à fait. qui après avoir attaqué octobre 17, ce qui était derrière, c'était 1789. Oui, oui. Bien sûr, c'est ça qui était visé. Ouais. D'où l'abject bicentenaire qu'on a vécu. Voilà, oui. le fameux, et donc, Où il y a c'était une la espèce contre-révolution de chouane fragilité, qui était à c'est ça, l'honneur. il y a une espèce de fragilité de cela. Et je regardais récemment une vidéo de Georges Levica avec Jean Salem, une conférence qu'il avait faite à la Sorbonne, où il arrivait de manière assez intéressante, c'était il y a plus de 10 ans, vers la fin de sa vie, à une conclusion qui ne me semble pas tellement éloignée de vous, c'est qu'après son passé de militant communiste, qui conservait, il gardait cette idée que la démocratie, effectivement, c'était aujourd'hui ce qu'il fallait défendre le plus, parce que c'était en fait ce qui était le plus attaqué, qu'il y avait une espèce de, comment dire, une réunion des deux combats, quoi, de 1789 et 1917, de Marx et Hegel, que l'histoire finalement, bon gré mal gré, soudée... Oui, faut juste préciser que cette démocratie qu'il s'agit de défendre, c'est ce qu'aujourd'hui, les mêmes adversaires que tu as évoqués appellent le totalitarisme. Voilà. Faut être clair dans les mots d'aujourd'hui. Hein. C'est devenu cette forme de démocratie que salue Hegel, cette apparition des conditions absolues, nécessaires, historiques de la liberté. Aujourd'hui, c'est ce qui est appelé totalitarisme. Et y compris Hegel lui-même est un totalitaire, évidemment, en philosorie. Ça commence, c'est Popper, qui commence à la volonté générale de Rousseau et le début du totalitarisme. Et que à ce moment-là, le jeune homme, je ne connais pas votre prénom. Oui, monsieur Sarkozy, enfin Victor. Victor, merci. Je veux dire, moi je répondrai à sa question par une citation célèbre, c'est que c'est la fin de la préhistoire. Je crois que la réponse de Marx permet d'éviter les cafouillages qu'on peut faire avec des interprétations cafouilleuses, pardon, je me répète, de Hegel. Enfin, je veux dire. Vous êtes... Dans les deux cas, les deux sont d'accord, Hegel et Marx, il y a bien une fin à l'époque de Hegel. Bien sûr. Mais pour l'un, c'est la fin de l'histoire, question de prédicat. Hein. De Pour l'autre, c'est la préhistoire. l'histoire comme histoire sensée. Voilà, Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'événements, il y en a plus que jamais. Voilà, Oui. voilà. Mais Voilà. bon, ok, ça vient un peu. Vous évoquez Popper, je vais juger une thèse dans quelques jours à Lyon sur Popper et Bergson. Alors, Intéressant. oui, la société ouverte, selon Bergson, L'OTAN est le philosophe préféré de Vichy, c'est intéressant. et selon Popper, oui, parce que l'un et C'est méchant l'autre. pour Bergson, Bergson vaut mieux que Vichy. Alors, Oui, Popper, Bergson vaut quand même mieux que Popper. Oui, tout à fait. oui, Popper, vous voyez, je trouve pas que c'est très sérieux. Il dit que Bergson, c'est Hegel. Il y en a qui disaient que Bizet c'était Wagner, hein, Oui. quand Carmen est sorti, je vous jure. Hein. Oui. Je disais que- Les maîtres ignorants n'ont pas attendu Rancière pour prendre le devant de la scène. Hein. Les maîtres ignorants, ils sont là depuis longtemps, Popper parmi d'autres. Oui, non, mais je dis, Bergson, c'est Hegel. Voilà. Oui. Bon, bah, on va peut-être pas pouvoir développer Donc, l'argument je ne suis- contre, Je mais ne suis pas popérien. Ce qui m'intéressait, c'était plus d'avoir votre opinion sur la question de la fragilité finalement. À la Oui. fin de l'histoire, elle a la raison, c'est-à-dire que... Nous sommes pour l'extinction du paupérisme. C'est ça, oui. oui. À peu près 10 heures du soir. Oui, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais on va approcher de la conclusion. Mais Ah oui. oui, Oh là pour, la réponse à la question, c'est ce qui est attaqué, ce qui est menacé aujourd'hui. Vous en avez tout de suite parlé. Les adversaires de Hegel Oui, oui. à cette époque-là, que vous avez décrit, ils sont toujours présents aujourd'hui. Oui, oui, oui. C'est ceux que vient de décrire le jeune homme. Et quel est leur cheval de bataille ou leur terrain de combat? C'est, et ça fait déjà, on va dire, une cinquantaine d'années que ça dure, Le chien crevé. au bas mot, c'est évidemment derrière Hegel, la rationalité évidemment, Descartes, Marx naturellement. Même le christianisme. On va remonter assez vite jusqu'à, grâce à Furet, jusqu'à Robespierre, la Révolution française. On est déjà dans le totalitarisme. Et puis on va remonter encore plus loin avec certains du genre Deleuze jusqu'à Platon. Alors, ces adversaires-là, ils ont toujours existé. C'est ça que je veux dire. Comment vous les recontextualisez historiquement
dans ce moment-ci? C'est un peu la question. Est-ce que vous êtes inquiet parce que c'est cette inquiétude, cette fragilité de l'universel concret, finalement, qui est continuellement mise en cause par ces réactionnaires, parce que ce sont ceux-là, les réactionnaires, évidemment. C'est pas étonnant qu'ils aient un peu de mal à s'y retrouver entre la gauche et la droite aujourd'hui. Ils sont en train de s'apercevoir qu'ils sont beaucoup plus réactionnaires que ceux qui qualifient de droite. Oui, bah écoutez, je pense que l'institutionnel, qui est la cible de ce qu'on pourrait appeler comment est-ce qu'on pourrait le participatif. Ah, pas de blague. Hein. Je pense que l'institutionnel est plus fort que le participatif, qui d'ailleurs profite de la tolérance de l'institutionnel et qui ne peut se développer que dans un milieu pacifié. Oui. Par conséquent, je pense que si le participatif peut égratigner l'institutionnel est quand même beaucoup plus fort, et c'est lui qui permet au participatif de s'agiter, vainement d'ailleurs, mais il ne demande que ça. Je ne suis pas très inquiet, vous voyez. Je viens d'entendre une jolie paraphrase d'un passage que j'aime beaucoup dans la préface à la philosophie du droit. Vous voyez ce que je veux dire, où Hegel dit tous ceux qui critiquent l'État, ou qui conçoivent comment l'État devrait être, en fait tirent leur subsistance de l'État. Ils en profitent. Bien sûr. Il n'y a pas de libéralisme sans l'État. Donc je crois que la relation de voisinage ne met pas en péril la relation de concitoyenneté. Voilà. Donc je suis relativement optimiste. Oui. Bien. Je ne m'attends pas au pire, mais je ne m'attends pas non plus à quelque chose de très bien. Oui. Le pire n'est jamais sûr. Oui. Alors, une question, hein. Ça va peut-être la dernière parce que le temps file. J'en avais deux, mais bon, les deux, allez. Alors, mais... il faut revenir sur la distinction entre une vie qui avait du sens et une vie qui était vraie. On va revenir un peu sur cette distinction. Et deuxièmement, c'est que faire du droit sacré des héros à pouvoir changer d'époque. Le droit sacré des héros à vouloir changer l'époque. Ah oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Aujourd'hui, d'un point de vue éthique, est-ce que... Là encore, je interpose une réponse avant la vôtre, mais Gluscar avait donné à ses élèves en terminale, quand il était prof de philo, il avait dit « Voici trois types d'idéal de l'humanité, l'artiste, le saint, le héros, quel est votre préféré ?» C'est pas loin de votre question. Oui, c'est ça. Il disait que je suis sûr qu'ils vont tous choisir l'artiste à cause de l'idéologie dominante, et je corrigerai en montrant que c'est le héros qui va le plus loin. Voilà. Qu'est-ce qu'il disait ça? Gluscar. Ah oui. En train d'être de plus en plus redécouvert, ce bon Gluscar. Et sur la première partie de la question, on l'a pas mal développé, mais le sens contre le vrai. Oui. Non, l'absolutisation du sens. Oui. Je ne suis pas pour le non-sens, ou contre-sens, bien sûr. Mais nous sommes à une époque où le sens est absolutisé par rapport au vrai. Oh, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le sens. Le sens, on est dans le sens. Je prends le sens dans tous les sens. Le sens qu'on donne. C'est la vérité. On est immergé dans le sens. L'important, c'est de savoir quel est le sens vrai. Voilà, c'est tout. La vérité, il n'y a que ça de vrai. Si je peux me permettre, je vais rajouter un petit commentaire que je fais souvent. En rapport, je ne sais pas si on n'avait pas discuté l'autre jour, c'est ce que Lacan, qui était un hégélien fervent, du moins pendant une longue période de son activité, évoquait clairement dans son discours, dans son jargon à lui, quand il évoquait une question politique, puisque c'était une question de classe, puisqu'il s'agissait de la névrose, la grande névrose du XXe siècle, mais c'était la grande névrose de la classe moyenne, hein, de la petite bourgeoisie. C'est clairement ça dont il parlait. Et il expliquait cette névrose, c'est-à-dire cette contradiction refoulée, à ne pas vouloir se dire
ce qu'en réalité on ne voulait surtout pas savoir, qui était lié à la confusion entre ce qu'il appelait l'imaginaire et ce qu'il appelait le symbolique. On retrouve la même structure de distinction, la même contradiction que celle que vous évoquez. Je ne sais pas si ça éclaire votre compréhension de cet univers des signes qui nous envahit et auquel il faut à tous donner de manière combinatoire un sens, peu importe que ce soit vrai ou pas. Et je dirais à titre personnel que c'est ce que nous avons beaucoup vécu à partir de la fin des années 60 avec la profusion de ce qui va donner à la place de la philosophie, en gros, de manière très répandue, et ce qui va donner une apparence de popularité à la philosophie, ce qu'on va appeler le développement personnel, et qui va être introduit, médié, propagé par des agents extrêmement efficaces, qui sont tout simplement les sophistes du XXe siècle. Les sophistes, ils ont produit, voilà, les sophistes qui ne s'intéressent absolument pas au vrai, mais qui sont là pour satisfaire le public, le réenchanter, lui plaire, lui donner ce qu'il a envie d'entendre, du sens justement, interpréter ses signes, hein, alimenter son fétichisme. Est-ce que je n'ai pas sollicité votre interprétation? Non, mais... Alors je ne sais pas, j'espère que ça peut clarifier de manière concrète aujourd'hui cette problématique. D'accord avec vous. Puisqu'on sort d'une commémoration de 68, hein, donc de mai, on en sort puisqu'on est en juin. Je viens de parler de l'imaginaire et du symbolique. Vous vous rappelez un slogan célèbre, l'imagination au pouvoir. Oui, absolument. Regardez le reportage sur les cérémonies à Nuremberg dans les années 30 et vous verrez que l'imaginaire au pouvoir, c'est terrifiant. Vous n'allez pas me dire que c'est la raison qui était au pouvoir, avec les ferblanteries romaines, etc., et les torches la nuit, là. Ça parlait à l'imaginaire, c'est pas la raison. Et le symbolique, nom d'une pipe, il était sollicité. Non, je dis parce qu'il y en a qui croient que ce sont des slogans. Mais il y a eu le réel où ils se sont punis. Alors, bien, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Alors, à moins que vous vouliez rajouter une conclusion, bien sûr. Non. Et on va passer donc bravo, messieurs, merci. Et on va passer...